Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mariam, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Masala Thérapie. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Mariam, qui est une sociothérapeute depuis plus de 1 an. Bonjour Mariam, comment vas-tu? Bonjour Tigidé, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ça va très bien. Mariam, pourrais-tu te présenter? Mon est curieux, on a envie de te connaître. Je m'appelle Mariam, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, je suis française d'origine malienne et guinéenne et comme tu l'as précisé, je suis sociothérapeute. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mariam? Alors, pour parler de ce que je fais, je vais un peu expliquer ce que je faisais avant, ce qui m'a D'accord. mené à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai été assistante sociale depuis plus de 10 ans. Et au cours de mon expérience, je me suis rendu compte que très souvent, quand j'accompagnais des femmes, il y avait des problématiques auxquelles elles faisaient face et pour lesquelles elles n'osaient pas consulter des professionnels. Donc voilà, c'était des femmes concernées par la double culture, racisées, issues d'immigration. Et du coup, voilà, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'aller approfondir mes connaissances. Donc j'ai commencé par faire un diplôme universitaire en psychologie transculturelle. Qui m'a vraiment beaucoup appris sur ce public et sur la manière dont on avait de l'accompagner traditionnellement en France et dans beaucoup d'autres pays. Et du coup, qui m'a vraiment déplacée dans la manière dont j'accompagnais les gens. Et puis, j'ai décidé de poursuivre un peu ce travail de recherche en intégrant un master en intervention sociale. Et voilà, de ces deux études universitaires que j'ai pu faire, j'ai fait des travaux de recherche sur les femmes concernées par la double culture, sur la proximité culturelle dans le cadre de l'accompagnement, puisque du coup, voilà, c'est vraiment des sujets que j'affectionne particulièrement et c'est de là que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de sociothérapie en distanciel. En distanciel, c'est ça. Très bien, alors si je comprends bien, tu as toujours travaillé dans le social, hein. Tu étais en premier temps assistante sociale, ensuite sociothérapeute, spécialisée dans la transculturalité, c'est ça. Très bien. Exactement. Donc oui, j'ai fait un peu ce voyage dans mon parcours professionnel. Et là aujourd'hui, effectivement, j'ai ouvert un cabinet de sociothérapeute. Donc effectivement, j'étais dans le social et là, j'évolue un peu sur de la psychologie. Je suis un peu entre les deux. Et ce qui est un peu particulier dans la sociothérapie, parce que du coup, j'ai pas expliqué ce que c'était, alors que je crois, on est 2 en France à pratiquer de la sociothérapie. Ça existe dans d'autres pays, plutôt des pays... les pays du Nord, les États-Unis, il me semble, le Canada, la Norvège, mais on est très peu en France. Et en fait, la sociothérapie, c'est vraiment une forme de thérapie qui va être essentiellement axée sur l'appartenance identitaire, l'appartenance à des groupes culturels, des personnes. Donc on prend davantage en compte cette dimension-là. On n'est pas uniquement sur la psychologie traditionnelle, vraiment on est sur des relations humaines, de la construction d'identité, donc c'est vraiment très particulier. En même temps, j'estime que c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire d'avoir ce type de thérapie, en tout cas accessible. D'accord. Alors, sur les réseaux sociaux, tu es plus connue sous le nom de Masala Thérapie. Exactement. C'est ce nom-là que tu as donné justement à ton cabinet, si je comprends bien. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom? Alors j'ai choisi ce nom, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je suis malienne et guinéenne. J'aime bien préciser des éléments de mon identité, dire que je suis malienne, guinéenne, française, que je suis musulmane, parce que ça construit un peu, ça m'a construit, et ça construit aussi la manière dont j'ai d'accompagner les gens. Ça ne veut pas dire que voilà, quand j'accompagne une personne, j'y mets ce que je suis, mais il y a un peu de moi, et je trouve que c'est important de le dire. Et de ne pas en avoir honte, parce que de manière traditionnelle en France, quand on accompagne les gens, on essaye d'être tout à fait neutre, et la neutralité, des fois, c'est l'effacement de l'identité. C'est ça. Voilà, j'ai un peu des réticences par rapport à ça. Masala Thérapie, c'est un clin d'œil à mes origines. Voilà, comme je l'ai précisé, je suis malienne et guinéenne, je suis d'ethnie soninké, et il me paraissait important vraiment de mettre cette dimension-là dans mon cabinet. Donc Masala, ça veut dire parler en soninké. Ce mot-là, il est très important parce que il y a des tabous.
Exactement. partout. Partout. Et il y en a d'autant plus lorsqu'il s'agit des femmes dans notre communauté, la communauté malienne, la communauté afro, et lorsqu'il s'agit de femmes tout court. Donc, parler, la thérapie, parce que pour moi, parler, c'est le premier pas en fait pour la guérison, pour aller mieux, pour s'en sortir. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'appeler mon cabinet ma salle à thérapie. Très bien. C'est un joli nom, hein, que tu as trouvé. Est-ce que tu penses que dans notre communauté, on ne parle pas souvent de nos tabous? Est-ce que tu penses qu'on a tendance à dire, bon, bah voilà, les femmes afro ou les femmes africaines, ce sont des femmes fortes. Donc, on ne parle pas souvent de ce qui nous touche réellement. On va plutôt intérioriser les choses, hein, et pas forcément en parler. Comment est-ce que tu arrives à inciter les gens de notre communauté à venir et à parler de sujets tabous? Alors, tu sais, tout à l'heure, je parlais de mon expérience en tant qu'assistante sociale parce que du coup, pour moi, c'est le point de départ. Bon, pour moi, le point de départ, il est déjà dans mon enfance. Mais ce qui m'a vraiment poussée à passer à l'action, c'est d'avoir rencontré des femmes lorsque je travaillais en tant qu'assistante sociale qui me sollicitaient pour des questions tabous, pour des questions liées à leur sexualité parfois, alors que je n'étais qu'assistante sociale. D'accord. Sur parfois des questions liées à des problèmes de santé mentale que leurs enfants aient rencontrés. Parfois, elles estimaient qu'il y avait des histoires de maraboutage et elles ne pouvaient pas en parler à d'autres professionnels. Donc, voilà, entre deux portes, Madame Fofana, je vous en parle, mais vous en parlez à personne, les gens ne comprendront pas. Et donc, en fait, je me dis qu'il n'y a pas besoin de pousser les gens à parler chez nous parce qu'elles ont besoin, enfin, les personnes ont besoin de parler. Donc, ma salle à thérapie, j'ai appelé mon cabinet comme ça et en même temps, je me dis, les gens, quand ils le lisent, ils savent qu'ici, ils peuvent parler. Ils savent qu'ici, ils peuvent parler. Ils se savent sentent en qu'ici, ils peuvent confiance. parler. Du coup, c'est ça. Et après, voilà, il n'empêche que je fais quand même un travail de sensibilisation qui me semble important parce que, enfin voilà, on n'a pas l'habitude de parler, même si on sait qu'on peut parler, on n'a pas l'habitude de le faire. Et donc, il faut pouvoir dire aux gens que les problématiques qu'elles rencontrent, ce ne sont pas les seules à les rencontrer. Que certes le tabou s'est créé parce que enfin voilà, dans tabou il y a quelque chose qui relève de l'interdit, de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, dont on ne doit pas parler, mais qui est inscrit un peu dans la génétique de notre communauté parce que c'est depuis très très longtemps, mais que du coup aujourd'hui pour pouvoir faire face il faut pouvoir aborder ces sujets. Alors c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais voilà, un pas après l'autre, on peut en parler. On peut en parler à des professionnels qui sont sensibilisés à ces questions. Parce que voilà, les ont rencontrés ou pas. Moi, il y a des problématiques que j'ai vécues, pas toutes, heureusement. Mais voilà, j'ai décidé aussi beaucoup d'avoir cette approche sociologique parce que voilà, elle permet vraiment d'aborder les problématiques en étant dans quelque chose de l'ordre du social et du très proche de la réalité des gens. Très bien. Alors aujourd'hui, avec Mariam, on a décidé d'aborder une thématique qui est bien précise. Cette thématique sera portée sur la pression sociale. Qu'est-ce que c'est que la pression sociale, Mariam? La pression sociale, si je dois donner une définition, je dirais que c'est un mécanisme qui crée de la dépendance entre un individu et les normes. Les normes, les normes de la société. Alors là, tu vois, quand je dis ça, ça fait très définition. Est-ce qu'on comprend? Je ne suis pas sûre que tout le monde va me comprendre. Donc je vais essayer d'expliquer un peu plus la pression sociale. Parce qu'en fait, on se dit comme ça que c'est un sujet un peu bateau. Mais moi, la plupart des personnes que je consulte, qui me consultent aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont touchées par des problématiques liées à la pression sociale, qui viennent parce qu'elles ont subi la pression sociale pendant un certain temps dans leur vie et parfois voilà, elles ne l'abordent pas. Lorsqu'on parle de normes, on est obligé d'avoir un regard sur la société et de se dire voilà, comment la société elle est construite, quelles sont les normes qui sont dans la société aujourd'hui. La pression sociale, tout le monde peut la subir. Un homme, une femme, racisé, pas racisé, voilà, tout le monde peut subir la pression sociale. Mais est-ce que là, tu peux nous citer des pressions sociales qui sont un peu plus dans notre communauté? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples? Juste avant, avant d'en arriver là, je voudrais juste expliquer un peu comment la pression sociale, elle se met en ordre. D'accord. Dans un monde où en fait,
dans un monde structuré comme il est aujourd'hui, ceux qui vont subir la pression sociale, ça va être davantage ceux qui vont avoir une place défavorable dans la société. D'accord. Défavorable parce que, voilà, je parle très simplement pour que ça soit assez compréhensible, mais du coup, dans une société qui est la nôtre, où il y a du patriarcat, ce sont les femmes qui vont davantage subir la pression sociale. Dans une société où il y a du racisme systémique, c'est-à-dire voilà, où il y a eu à un moment donné esclavage, colonisation et des restes aujourd'hui qui persistent, il y a aussi davantage une pression sociale qui peut s'organiser sur les personnes qui sont racisées. D'accord. Et lorsqu'on parle des gens de notre communauté, donc de la communauté africaine, il s'agit du coup des femmes africaines qui vont davantage subir la pression sociale, même si les hommes la subissent, même si d'autres vont la subir. C'est très différent. C'est très différent, parce qu'elles sont invisibilisées, parce que là, il y a le sujet de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, voilà, c'est le sujet qui va revenir un peu lorsqu'on va parler des femmes africaines, des femmes noires. C'est que de manière très caricaturale, elles vont être invisibilisées parce qu'à la fois, elles sont noires et parce qu'à la fois, ce sont des femmes. D'accord. Donc voilà, c'est ça un peu l'intersectionnalité, et c'est aussi ce qui va faire que voilà, on va subir d'autant plus les sujets tabous, on va subir d'autant plus la pression sociale. Et donc tout à l'heure, tu me demandais quels exemples je pouvais avoir de pression sociale pour les femmes noires. Pour moi, il y en a deux qui sont majoritaires et qui reviennent constamment. C'est l'injonction à être en couple, donc à être mariée. Et ça, c'est dès l'enfance qu'on sait qu'il faut se préparer et qu'on nous éduque à être des futures épouses. Et à la fois l'injonction à avoir des enfants. Voilà, c'est vraiment les deux injonctions les plus fortes que les femmes de manière générale subissent, mais j'estime que dans la communauté africaine, ça peut l'être d'autant plus. Ça l'est, moi je pense que ça l'est d'autant plus dans la communauté africaine. Après, c'est vrai qu'on est, voilà, depuis notre plus jeune âge, hein, voilà, on nous fait comprendre très rapidement qu'à partir d'un certain âge, on va devoir se marier et que tout de suite après le mariage, forcément, on va devoir donner la vie quelque part. Mais ça, en réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Je sais que, je vais parler de moi, hein, d'accord, de ce que je sais et de ce que j'ai vécu. Les femmes, moi je sais que quand j'entendais ma mère parler, elle me disait qu'en Afrique, les femmes, elles se marient très très tôt. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, 16 ans, bah, les femmes, elles se marient très tôt. Pour moi, une femme de se marier à 15 ans, c'est encore... on est encore adolescent. Donc, on ne sait pas ce que c'est que on ne nous forme pas à devenir femme ou mère, mais on nous dit qu'à partir d'un certain âge, on va devoir se marier. Ça veut dire qu'on n'a aucune explication avant ça. On nous dit juste qu'à partir d'un certain âge, tu vas devoir te marier et qu'après le mariage, tu vas devoir donner la vie. Mais comment leur faire comprendre que ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vie? Alors, je trouve que là, ce qui est très important, c'est de dire que alors, ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vie, ça c'est très clair, mais au niveau de cette pression sociale qui s'organise, déjà, très souvent quand on parle de cela, on se dit, on oppose un peu nos parents, les parents et nous. Souvent, voilà, c'est deux générations, et c'est davantage les parents qui nous mettent la pression. Je crois que c'est important déjà de le remettre dans le contexte de la norme. C'est-à-dire que la pression sociale, effectivement, la première personne qui va nous la mettre, ça va être un peu les parents, mais c'est vraiment tout groupe social qui est derrière cette norme. L'histoire, le fait de se marier, d'avoir des enfants, c'est vraiment au niveau du groupe qu'il faut le reposer. C'est-à-dire que, par exemple, l'injonction à être en couple, pour moi, elle découle du fait que dans les communautés traditionnelles, et quand je dis communauté traditionnelle, il ne faut pas l'opposer forcément à moderne et traditionnelle, c'est vraiment les communautés qui du coup ont encore un fonctionnement qui est très traditionnel et du coup une importance considérable qui est apportée à l'individu, mais dans le rôle qu'il va apporter au groupe. Donc on va être davantage sur, enfin voilà, le groupe passe avant l'individu, et du coup la personne, son rôle, il va être davantage important par rapport à un fonctionnement qui est très occidental, où enfin voilà, une personne, voilà, c'est l'individu avant le groupe. Voilà, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et, alors là, je schématise. Non, mais c'est très important de schématiser parce que nous, ça nous permet de comprendre certaines choses. Exactement.
Et du coup, dans la communauté, dans les communautés traditionnelles et les communautés afro, il est plus important d'être à un moment donné une mère, une épouse, qu'une personne en tant que telle. Parce que voilà, c'est le groupe qui veut ça, parce que c'est le rôle qu'on va adopter dans le groupe qui induit cela. Et voilà. Alors, je dis communauté traditionnelle, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi valable dans les communautés occidentales qui ont un fonctionnement traditionnel. Il n'est pas la question de noir ou blanc. Il est plus question de fonctionnement. D'accord. Donc, on a des pays dans lesquels, voilà, en Roumanie, je pense encore un peu en Italie, on peut avoir des fonctionnements traditionnels où on va vraiment mettre en évidence du coup le rôle que doit avoir la personne avant sa propre identité, sa propre personnalité. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que cette pression sociale, est-ce que tu penses qu'elle s'est allégée au sein de notre communauté ou elle est toujours aussi présente? Moi, je pense qu'elle s'est allégée. Voilà, quand on parle d'injonction à être en couple, je pense que une fois qu'on a dit que c'était dû au fonctionnement du groupe et de la communauté, je pense qu'il faut aussi parler des conséquences que cela peut avoir. Alors effectivement, moi j'ai connu aussi l'époque où voilà, j'ai eu des cousines qui sont mariées très tôt, à 16 ans. J'en ai qui se sont mariés plus tard. Mais du coup, c'est vrai que moi j'ai adopté un peu dans mes modes de fonctionnement, dans ma réflexion, que les modèles, c'était un peu celles qui s'étaient mariées tôt. Moi je me suis mariée à 27 ans. D'accord. C'est très tard. Oui, dans notre communauté, c'est très tard. C'est très tard dans la communauté africaine. Et je peux te dire que voilà, mes parents, ils ont toujours été ils m'ont toujours poussée à être indépendante, à poursuivre des études, à avoir un travail, etc. Mais je pense que même eux, à un moment donné, ils ont vécu cette pression. Et cette pression, elle s'est un peu rabattu un peu sur moi. Bon, moi, j'ai très bien vécu la chose parce que du coup, je pense que le fait que j'ai grandi dans un milieu où on m'a vraiment poussé à me développer, à être indépendante en tant que femme, ça a un peu temporisé la chose. Mais voilà, je me souviens. Il y avait toujours ces questions-là qui revenaient sans cesse. Alors, c'est pour quand le mariage? C'est ça, exactement. J'ai d'ailleurs une anecdote avec ma mère qui est très frappante. Voilà, elle va me tuer quand elle va voir ça sur les réseaux. Mais elle s'est assise sur mon lit un jour, un matin très tôt. Elle me dit, Mariam, voilà, tu peux tout me dire et tout. Est-ce que tu es sûre que tu aimes les hommes? Carrément. Elle me posait des questions sur mon orientation sexuelle. C'est pas vrai. À un moment donné, si, elle se questionnait. Elle s'est inquiétée en fait. Elle s'inquiétait parce que, enfin voilà, elle voyait que voilà, que j'étais courtisée. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'hommes qui voulaient se mettre avec moi. Et elle se demandait, et je pense que ça passait pas pour elle le fait que j'étais dans le refus de me mettre en relation avec des personnes. Parce que pour elle, les raisons que j'invoquais, c'était pas des raisons valables. C'est pas des raisons valables. Ils ne comprennent pas souvent ces raisons-là. Exactement. Donc du coup, enfin voilà, pour en revenir aux conséquences que cela peut avoir, des fois on se dit voilà, c'est ballot, c'est pas très grave, mais moi je consulte il y a des personnes qui me consultent, excusez-moi, qui voilà, ont créé de la dépendance affective. Parce qu'elles sont construites toute leur vie en se disant qu'il leur fallait être avec quelqu'un pour être accompli, pour être une personne, pour être heureuse, pour avoir un statut social. Et du coup, voilà, dans les relations qu'elles ont avec les gens, elles reproduisent un peu ce schéma-là de se dire que voilà, sans l'autre, elles ne sont rien. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on nous dit très rapidement qu'à partir d'un certain âge, à partir de 18 ans, on n'est pas marié, bah, quelque part qu'on est vieille fille. C'est ça. On nous appelle comme ça. On est vieille fille à partir de 18 ans, 19 ans, et qu'il faut absolument se marier. Alors chez nous c'est très tôt. Chez nous c'est très tôt. Mais tu vois ce que tu dis là, quand je parle de communauté traditionnelle, tu vois en France on était dans une communauté. En fait tout le monde entier a déjà été dans un fonctionnement qui était très traditionnel. Et aujourd'hui on appelle encore des vieilles filles, des femmes qui ont passé 35-36 ans et qui sont célibataires en France. Mais là c'est beaucoup plus tôt. Là, je pense que c'est beaucoup plus tôt. Mais ça l'était avant aussi en France. Donc, c'est avec vraiment l'industrialisation et le fait que les gens soient plus portés sur eux-mêmes que voilà, cet âge a augmenté. Mais il y a très longtemps, une femme à 20 ans, elle était vieille ici. Elle était vieille fille aussi. C'est vrai. Donc voilà. Il y a aussi la question de l'injonction à être parent, à être maman. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très très fort dans notre communauté.
dans toutes les communautés en vrai, parce que encore aujourd'hui, les femmes symboliquement, identitairement, elles ont, euh, elles ont la responsabilité de l'absence d'enfant. C'est ça. Alors qu'on est deux à faire un enfant, On est deux, un homme et une femme, en tout cas, exactement. lorsqu'on ne passe pas par des procédures très particulières. Mhm. Donc il y a ça, il y a le fait aussi que avoir un enfant, ça continue à être pensé comme une étape constitutive de la féminité, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un enfant, on n'est pas encore totalement On n'est considéré pas, comme une on femme n'est à pas part entière. complète. Ouais. Il nous manque quelque C'est ça. chose. Alors que, voilà, il y a deux questions tabous qui découlent de cela. C'est le non-désir d'enfant. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfant. C'est ça, exactement. Et moi qui étais assistante sociale, je peux vous dire que lorsque les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, mais qui ont des enfants, eh ben, ça peut créer des catastrophes. Donc il y a le non-désir d'enfant, il y a l'infertilité. Et il y a l'infertilité, exactement. Alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que cette pression sociale, elle est très souvent portée sur les femmes. Là on parlait du coup de la fertilité. Après le mariage, dans la norme des choses, la femme elle est amenée à donner la vie. C'est vrai que c'est elle qui porte la vie et c'est elle qui donne la vie. Ça on le sait. Mais pourquoi après le mariage, dans notre communauté, surtout dans notre communauté, ou bien même, pourquoi on a tendance à aller voir la femme et lui poser tout un tas de questions? Pourquoi on ne va pas vers l'homme et lui demander, alors c'est pour quand le bébé? Alors c'est pour quand? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plusieurs années que vous êtes mariés. Pourquoi est-ce que vous n'avez toujours pas d'enfant? Pourquoi on ne se dirige pas vers l'homme et lui poser ces questions-là? Pourquoi c'est toujours vers la femme qu'on se dirige? Alors moi je pense que, comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment le symbole, l'identité et les représentations qui font qu'on a tendance à faire porter à la femme l'absence d'enfant. Donc la femme, symboliquement, on lui fait porter le chapeau, clairement. C'est ça, très clairement. L'homme, c'est particulier dans le sens où lorsqu'on parle d'homme et d'absence d'enfant, il y a une attaque à il y a une atteinte à la virilité. Une atteinte à la virilité, il y a une atteinte au fait qu'on estime que l'homme soit impuissant, ce qui est quand même très violent, très très violent, dans une société dans laquelle on est, qui est patriarcale. Et quand je parle de société patriarcale, c'est vraiment la société, communauté traditionnelle, communauté moderne, on est dans une société patriarcale à tous les plans. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va revenir très régulièrement. On va tendance à avoir questionné la femme plus que l'homme, sachant qu'aujourd'hui, on a égalité sur les origines de l'infertilité. Ça veut dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont infertiles. Enfin, autant de couples où l'infertilité est liée à la cause liée à la femme qu'à l'homme. On a 40% et 40%, et 20% d'origine inconnue. Donc on a égalité. Par contre, effectivement, l'infertilité masculine est complètement invisibilisée. C'est exactement ça. Alors, avant, on ne se posait pas de questions. On ne se posait pas de questions. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Là, on sait, on en parle de plus en plus dans notre communauté et on n'ose pas demander à l'homme, par exemple, d'aller faire un spermogramme. Moi, je vais te raconter une petite histoire. Tu vas juste me dire ce que tu en penses. Alors, c'est l'histoire d'un couple fraîchement marié. Après plusieurs mois, je dirais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a toujours pas de signe visible de grossesse. Ça veut dire qu'il n'y a aucun symptôme qui montre que la femme, voilà, elle porte la vie. Et donc, du coup, l'homme commence à s'inquiéter. L'entourage commence à s'inquiéter. Et il commence à poser énormément de questions à la femme. Voilà, alors c'est pour quand? Là, la pression sociale commence. L'entourage commence à mettre la pression à la femme. Donc, du coup, l'homme aussi commence à mettre la pression à la femme. Mais il ne se dit pas une seule seconde que peut-être que le problème vient de lui. Donc, il dit à la femme, écoute, si d'ici quelques mois, moi, j'ai envie d'avoir un enfant. Et en plus de ça, un garçon. Donc, moi, si tu ne me donnes pas un garçon, j'irai prendre une deuxième femme. Donc, du coup, la femme, elle a la pression du mari, elle a la pression de la famille, elle se met dans tous ces états et là, elle sombre complètement dans une dépression. Donc, on lui dit, écoute, on lui fait comprendre que le problème peut-être qu'il vient d'elle, mais il peut venir de l'homme.
Donc, elle s'est dit, bon, je vais aller demander à l'homme qu'on aille faire les démarches ensemble pour voir si le problème vient de l'homme ou de la femme. Donc, la femme, pour elle, en général, il n'y a pas de problème. Elle accepte toujours d'aller faire les analyses nécessaires, mais l'homme refuse. La femme fait les analyses nécessaires et elle se rend compte qu'elle n'a pas de problème. Au fil du temps, on se rend compte que c'est l'homme qui a les problèmes. Et là, il n'accepte pas, malgré les analyses, malgré le résultat, il n'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il... On a les analyses poussées, très poussées, il n'accepte pas. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler de ça, je parlais de virilité et d'impuissance. Aujourd'hui, l'homme, symboliquement, il reflète, il représente dans la société la virilité et la puissance. Lorsqu'on va le mettre en face d'une infertilité et que voilà, c'est ces représentations-là avec lesquelles il s'est construit, directement, on remet en question son impuissance. C'est-à-dire qu'un homme, à partir du moment où fonctionnellement, sexuellement, ça fonctionne, fonctionnellement, tout va bien. Ça fonctionne, c'est bizarre, hein, oui. Ça, on se dit que tout va bien. On se dit que tout va bien. Et quand on va parler d'infertilité, on va tendance à avoir un espèce de flou par rapport à ces questions-là, en se disant que si ça fonctionne, c'est que forcément je peux faire des enfants. Et si tu insinues que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je suis impuissante. Ça veut dire que ce qui m'a construit pendant des années et ce qui me construit dans la société, où voilà, on me voit comme, on est censé, en tant qu'homme, me voir comme quelqu'un de puissant, de viril, et ben ça, tout de suite, c'est remis en question en l'espace d'un claquement de doigts. Et c'est ça, en fait, qui fait que les hommes qui sont concernés, très souvent, sont dans le déni, parce que voilà, ça vient toucher à quelque chose. Ça vient toucher à quelque chose qui est très qui les a construits. C'est les représentations qu'on met sur eux dans la société, c'est ce qu'ils portent. Une fois que tu enlèves ça, qu'est-ce qu'ils sont? D'accord. Quand tu t'es construit qu'à travers cela. Alors comment y faire face à toutes ces problématiques, toute cette pression sociale, comment y faire face? Vraiment, moi, la première des choses que je recommande et sur laquelle je travaille, c'est vraiment la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand on se connaît, vraiment, on sait différencier ce qui relève de la pression des groupes, des normes, et ce qui relève vraiment de soi. Aujourd'hui, moi, je consulte, il y a des femmes qui me consultent, qui ne savent pas, quand elles consultent, pourquoi elles sont mariées, pourquoi elles ont eu des enfants, et qui ne savent limite pas ce qui les a menées à la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Parce qu'elles ont subi cette pression sociale à tous les niveaux, et parce que quelque part, elles ont été l'objet des autres. Et je pense que là, il y a vraiment un intérêt à redevenir des sujets, à reprendre un peu le pouvoir sur sa vie, le pouvoir sur ses choix, et vraiment à choisir de choisir. C'est très difficile, ça sera très difficile. C'est très difficile, mais c'est un travail de fond, et c'est un travail qui est possible. Moi, je pense qu'il est vraiment possible, et qu'aujourd'hui, on a vraiment un réel intérêt à faire ça. En ce qui concerne l'infertilité. Parce que moi, je pense que pour construire, il faut déconstruire. Oui. Il faut déconstruire. Et ça, il faut vraiment aller en profondeur, en fait. Alors, il faut du temps. Il faut du temps. En fait, il y a deux niveaux, là, pour moi, qui sont importants. Comment avoir le juste milieu, par exemple? Il y a le niveau individuel, où vraiment, je pense que quand c'est trop compliqué, il faut se faire accompagner. Il y a le niveau social, groupe, où voilà, effectivement, les choses nous dépassent, la pression elle sera toujours là, il y aura toujours des normes dans lesquelles les gens vont nous pousser à entrer. Mais voilà, c'est vraiment à deux niveaux, et au niveau individuel, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment pouvoir se faire accompagner quand c'est devenu trop compliqué pour nous de faire face aux remarques au quotidien, ou même qu'il y a une situation comme là, tu as pu l'expliquer, où il y a un déni dans un couple. Un déni total. Il faut pouvoir se faire accompagner et trouver des clés. Parce que voilà, on parle de situation là de manière macro, mais chaque situation aussi est individuelle, est marquée par les histoires de chacun, par des sentiments. Donc voilà, je pense qu'il y a un intérêt vraiment à aller consulter quand il le faut. C'est ça. Très bien. Écoutez, on arrive presque à la fin de cet échange avec Mariam, qui a été
Voilà, moi, j'ai appris énormément de choses avec toi aujourd'hui, Mariam. J'espère que les personnes aussi qui regarderont cette vidéo-là vont pouvoir comprendre certaines choses hein, qu'on n'a pas assimilées, nous, dès le départ hein, dans notre communauté. C'est un plaisir, Mariam. Quel est ton dernier mot de la fin? Quel message est-ce que tu veux véhiculer à travers cette vidéo? Mon dernier mot de la fin, voilà, depuis tout à l'heure, on parle vraiment voilà, de ce qui se passe en termes d'individualité et de groupe. Mon dernier mot, ça serait de dire qu'il faut vraiment se donner le pouvoir de choisir. Choisir de se choisir, c'est très particulier, mais je pense que c'est important dans le monde dans lequel on est, où on a tendance à subir des pressions, qui vont nous pousser à faire des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, sur les réseaux sociaux, je fais un travail de sensibilisation, parce que tout à l'heure, on parlait aussi de groupe et de ce que la société porte. Et ce travail de sensibilisation, il va vraiment permettre à tout à chacun de se rendre compte que voilà, des choses parfois qui nous dépassent, mais sur lesquelles on peut avoir un certain pouvoir. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc je suis Masala Thérapie sur Instagram, sur TikTok et Mariam Fofana, DRS, sur Snapchat. À très bientôt, je l'espère, et je te remercie de m'avoir merci à toi. Merci à toi. Vous inquiétez pas, il y aura toutes les infos pour retrouver Mariam sur ses réseaux sociaux. Toutes les infos seront indiquées sur la barre d'infos. Écoute, c'était un plaisir. Plaisir partagé. On se dit à très bientôt.